Bonjour mes camarades, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va expliquer la dynamique des eaux océaniques. Premièrement, la dynamique océanique, il était des mouvements et des courants des océans. Les courants océaniques sont influencés par plusieurs facteurs tels que les températures, les vents et aussi la rotation de la Terre. Et il existe deux principaux types de courants océaniques. Il y a des courants de surface et il y a aussi des courants profonds. Et maintenant, on va commencer par la circulation de surface. Comme vous voyez dans cette photo, il y a deux flèches. Les flèches rouges et les flèches bleues. Ces flèches rouges représentent les mouvements de masse d'eau de surface chaude. Et les flèches bleues représentent les déplacements des masses d'eau de surface froide. Donc on voit que cette circulation océanique de surface est constituée de plusieurs cellules de mouvement des masses d'eau dans chaque océan. Donc cette circulation est cruciale pour le transfert de chaleur et aussi de la salinité à travers les océans et influencer le climat et on redistribue aussi l'énergie. Donc cet océan est en mouvement sous l'effet de différents facteurs qu'on a déjà dit, qui se conjuguent pour déplacer les masses d'eau. Il existe par ces facteurs le rayonnement solaire, le vent et aussi la rotation de la Terre. Ces facteurs, ce sont qui firent la dynamique des océans. Et ces facteurs influencent et créent les divers mouvements tels que les vagues, les marées et les tourbillons et aussi les courants. Donc maintenant, le premier facteur, c'est le rayonnement solaire. Ce facteur influence la circulation océanique de surface en réchauffant l'océan, particulièrement dans les régions équatoriales. Il n'est pas dans les régions polaires, c'est-à-dire parce que le soleil influence directement dans les régions équatoriales. Et donc il y a beaucoup de l'influence de réchauffement dans l'équateur. Donc ce réchauffement diminue la densité de l'eau de surface. La densité diminue, donc la température augmente, qui favorise la formation de masses d'eau plus légères. Et donc il n'est pas plus froid. Et donc l'eau il déplace facilement parce qu'il est plus léger. Et à la fin, la circulation océanique résulte permet le transfert de chaleur des régions équatoriales vers les régions polaires, qui jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. Le deuxième facteur, c'est le vent. Le vent génère des forces qui agissent à la surface de l'océan. Ces forces combinées avec la rotation de la Terre, qui donne naissance aux courants de surface. Dans l'hémisphère nord, les vents génèrent des courants qui se déplacent dans le sens des aiguilles des montres, tandis que dans l'hémisphère sud, ils se déplacent dans le sens inverse. C'est-à-dire dans les régions qui sont dans l'hémisphère nord, les vents font des tours comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais dans l'hémisphère sud, ils se déplacent dans le sens inverse du sens des aiguilles des montres. Et donc maintenant on parle de l'effet de Coriolis qui s'influence avec la rotation de la Terre. C'est l'effet de Coriolis. C'est lorsque les courants sont déviés vers la droite dans l'hémisphère nord, vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud, cela donne naissance à la structure spirale des gyres océaniques. Ça, c'est l'effet de Coriolis. Ce sont des alizés. Ce sont des vents. Cette flèche représente les vents de l'ouest. Cette flèche représente les alizés. Ce sont là aussi des vents.
avec la rotation de la Terre, dans ce sens. Ça, c'est l'effet de Coriolis. L'effet de Coriolis nous dit que c'est un objet, c'est-à-dire notre objet, ou bien l'ovon, lorsqu'il tombe vers le bas, il tombe à cette surface. Il n'est pas au milieu, il tombe sur ce milieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une rotation terrestre. Parce qu'on sait que la Terre ne reste pas constante, il move. Pendant chaque 24 heures, il fait une tour. Et donc, notre objet, il tombe dans ce milieu. Maintenant, on va aborder les types de vents. Et on a le premier type, c'est les courants équatoriaux, qui trouvent près de l'équateur. Les courants équatoriaux, on peut l'appeler aussi les vents alizés. Les vents alizés, ce sont qui soufflent d'est en ouest. Ils soufflent d'est en ouest. Ça aussi, dans l'est ou l'ouest. Ils génèrent des courants équatoriaux qui déplacent, comme j'ai déjà dit, d'est vers l'ouest. Donc cette circulation emboucle des masses d'air dans les régions tropicales entraîne des vents réguliers. Du nord vers le sud, dans l'hémisphère nord, c'est du nord vers le sud, et aussi du sud vers le nord, dans l'hémisphère sud, du sud vers le nord. Mais, mais la finale destination, c'est l'ouest. Ça, c'est présente les flèches. Les courants de bordure ouest. Ce sont des courants équatoriaux atteignent les bordures occidentales des bassins océaniques où ils sont déviés vers le nord ou le sud, formant les courants de bordure ouest. Ils coulent au golfe de Stream dans l'Atlantique du Nord et le Correcino dans l'océan Pacifique. Les courants de bordure ouest, ce sont comme si vont du Gulf Stream, formant les courants de bordure ouest. Et donc ils sont déviés vers le nord ou le sud. Ils sont déviés vers le nord ou bien ils dévient vers le sud. Il n'est pas à l'équateur, vers le nord ou bien vers le sud. Comme si c'est un exemple aussi, le Brésil, il dévie vers le sud, ou bien il dirige vers le sud. Et ce sont les flèches rouges représentant les courants chauds. Maintenant, on va parler les courants de bordure est. Ces courants se trouvent généralement du côté est du bassin océanique, comme le cas de Californie, où les eaux retournent vers l'équateur. C'est-à-dire les courants est, ils retournent à la fin vers l'équateur. L'équateur, il y a dans cette surface. Et à la fin, on a les courants polaires qui se trouvent au pôle du monde. Dans les hautes latitudes, les eaux froides des régions polaires descendent vers les latitudes plus basses, formant les courants polaires. On a aussi c'est une figure qui représente les différents types de courants océaniques, comme j'ai déjà dit. Il y a les alizés qui dirigent du nord vers le sud dans l'hémisphère nord et du sud vers le nord dans l'hémisphère sud. Ils dirigent aussi d'est vers l'ouest. Le même type, le même que l'hémisphère nord. L'est vers l'ouest. L'est vers l'ouest. Et il y a aussi les vents dominants de l'ouest dans ce cas. Les vents dominants de l'ouest. Et à la fin, on a des courants polaires dans ce sens. Maintenant, on va s'intéresser à la température de l'océan. Les régions tropicales reçoivent plus d'énergie que des régions polaires. Il devrait faire de plus en plus chaud à l'équateur et de plus en plus froid aux régions polaires. C'est ça, c'est le thermomètre.
31 ou bien 32 dans l'équateur et dans les régions polaires, on peut atteindre jusqu'à 1,9 lorsque la saison il y a hiver dans la saison dans les régions polaires. Donc l'énergie des régions chaudes est redistribuée via les régions polaires par l'atmosphère et par l'océan. Comme vous voyez dans la photo précédente, l'océan absorbe en quelques mètres le rayonnement solaire. Dans la couche superficielle qui se réchauffe directement, c'est la couche superficielle. Les températures en surface atteignent 31 à 32 degrés Celsius dans ces régions les plus ensoleillées, alors qu'aux hautes latitudes, en hiver, la température peut s'abaisser jusqu'à moins 1,9 degrés Celsius. Et c'est la température de congélation de l'eau de mer. Ces courants marins de surface transportent de l'énergie. Cela est bien connu des navigateurs qui, depuis des siècles, ont cartographié en effet c'est le vent qui exerce une force de friction sur la couche superficielle de la mer et la met en mouvement. Si le vent est le principal facteur qui exerce des forces ou bien des mouvements de masse d'eau dans la couche superficielle des océans. Maintenant, on va passer à la circulation de profond ou bien la circulation des thermoclines. Comme vous voyez dans cette photo, c'est les courants de surface avec les courants de profond. C'est l'interaction. C'est ça, il représente les courants de surface, bien les courants chauds et légers, et les flèches blancs représentent les eaux froides. Donc les flèches rouges, ce sont des eaux chaudes, se passent dans ce sens, et lorsqu'ils atteignent ce sens, ils vont plonger, c'est-à-dire ils vont diminuer et atteindre à la profondeur. Et les eaux froides, ils continuent la rotation. Et aussi, dans ce cas, ils remontent aussi à la couche superficielle et le cycle là commence comme suite. La circulation thermocline, c'est la définition, c'est un composant majeur de la circulation océanique mondiale qui est entraîné par les variations de température, c'est-à-dire la thermo, et de la salinité aline. Il fonctionne comme suite. Cette circulation fonctionne comme suite. La formation d'eau dense. L'eau de surface chauffe le soleil dans les régions tropicales, devient moins dense à cause de la chaleur. Cependant, lorsque cette eau se refroidit dans les régions polaires, lorsque l'eau de l'océan refroidit dans les régions polaires, il devient plus dense en raison de la baisse de température et de l'augmentation de la salinité causée par la formation de glace de mer. Et puis, en raison de leur densité accrue, il y a une descendance des eaux denses. Et ces eaux froides sont descendent vers la profondeur océanique, créant une circulation profonde. Et alors, à la fin, il y a un déplacement des masses d'eau. Ces masses d'eau circulent à travers les océans, se déplacent lentement à travers les bassins océaniques à des vitesses qui peuvent prendre des centaines ou des milliards d'années pour effectuer un cycle complet. C'est-à-dire, c'est une circulation profonde. Et donc la circulation océanique de profondeur aussi, c'est fait la référence à la partie de la circulation thermocline. Maintenant, on va discuter ou bien on va définir c'est quoi la thermocline. La thermocline, c'est une zone de transition dans un cours d'eau, ou bien c'est une barrière physique, où la température change rapidement avec la profondeur. Plus précisément, si la couche ou la température de l'eau diminue ou bien augmente chaque saison avec ses caractéristiques. De manière significative, à mesure que l'on descend en profondeur, la thermocline est généralement associée à la partie supérieure de l'océan et est située entre la couche d'eau chaude de surface et la couche le plus froide.
La profondeur exacte de la thermocline peut varier en fonction de divers facteurs, c'est-à-dire la profondeur ou bien la localisation de la thermocline. Il peut varier en divers facteurs tels que les latitudes ou bien les saisons. L'halocline. C'est quoi l'halocline? C'est une couche de l'océan caractérisée par un changement rapide de salinité avec la profondeur. Maintenant, on va parler de salinité. C'est une couche où la salinité de l'eau change brusquement sur une courte distance verticale. Il est souvent associé à des gradients de salinité prononcés entre les couches superficielles et les couches plus profondes de l'océan ou d'autres masses d'eau. Cette variation de salinité peut avoir des conséquences importantes sur la stratification de l'eau, la circulation océanique dans les écosystèmes marins. Donc, l'épaisseur de la thermocline est faible à l'équateur, quelques centaines de mètres, et importante aux latitudes subtropicales, entre 1 km et 1,1 km. Donc, dans l'équateur, l'épaisseur de la thermocline est plus faible, mais dans les latitudes subtropicales ou bien les régions polaires, l'épaisseur de la thermocline est plus grande. Il atteint jusqu'à 1 km. Et la température des surfaces des océans augmente dans l'équateur et les régions méditerranéennes. Il atteint jusqu'à 31 degrés Celsius et diminue dans les régions tropicales et subtropicales et aussi les régions polaires. Il atteint jusqu'à 0 ou bien moins 1,9 degrés Celsius. Ça, c'est la température de surface. Mais la température d'eau profonde, c'est moyenne des océans Est de 30,5 degrés Celsius. C'est la moyenne des océans. Mais il y a quelques exceptions, comme les régions méditerranéennes. Cette température peut atteindre jusqu'à 13 degrés Celsius dans la température profonde. Donc la thermocline selon les saisons, selon les 4 saisons, que ce soit le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc l'été et l'hiver, on voit la thermocline, on voit cette barrière physique qui fait un changement rapide de température. Et ça aussi, dans l'été, il y a une stratification directe, c'est-à-dire il y a une circulation de surface qui circule dans des températures ambiantes qui atteignent 30 degrés Celsius. Mais lorsqu'il pénètre la thermocline, la température devient, il diminue et l'eau devient plus dense. Contrairement à l'hiver. L'hiver, il y a une glace dans la couche superficielle et dans cette zone, bien dans les 50 mètres dans l'océan, il y a des températures qui sont plus basses. Mais lorsqu'il pénètre la thermocline ou bien il traverse la thermocline, il augmente un peu et il atteint jusqu'à 4 degrés Celsius, c'est la température où l'eau devient plus dense. Et dans l'automne et dans le printemps, il n'y a pas la thermocline. Il y a juste les brassages océaniques. Donc l'installation de thermocline. La thermocline s'installe vers 30 à 50 mètres avec un très fort gradient de température. En été, s'installe vers 30 ou bien 50 mètres. Et en hiver, il s'installe vers 200 mètres avec une stratification inverse, c'est-à-dire la profondeur. Donc la thermocline en été, si la température de surface est atteint jusqu'à 30 degrés Celsius, puis il diminue de manière significative. Ça, il est diminué de manière significative à mesure que l'on descend en profondeur à 4 degrés Celsius. Ça, c'est le deepwater. Ou bien l'eau profond. Lorsque la température devient plus basse. La locline dans l'été, c'est-à-dire les variations de salinité dans l'été, dans les couches profondes de l'océan,
il peut être relativement constant par rapport à la surface. Si les phénomènes météorologiques et océanographiques tels que l'évaporation et le réchauffement de surface et les apports de douce aussi, ils peuvent influencer la stratification de la colonne d'eau. Cependant, les variations de salinité sont généralement plus prononcées dans les couches de surface que dans les profondes pendant cette saison. Et il y a l'évaporation et le réchauffement de surface. L'évaporation est plus intense en été, principalement à la surface de l'océan. Cette évaporation, qui est conduite par le soleil, il pollue derrière il distille, qui augmente la salinité de la couche supérieure. Et aussi le réchauffement de la surface. Lorsque les températures plus élevées en été, ils peuvent entraîner une stratification thermique, avec des eaux plus chaudes en surface et des eaux plus froides en profondeur. Cependant, cela n'est pas nécessairement un impact direct sur la salinité des couches profondes. Maintenant, en automne, il y a la thermocline. Il y a un brassage vertical des couches océaniques qui peut être favorisé par les vents, les plus forts et les tempêtes. Ce brassage contribue à mélanger les eaux de surface avec les couches les plus profondes de l'océan. Les vents d'automne réduisent la stratification thermique de l'océan. Et donc le brassage vertical est important car il redistribue la chaleur et les composants chimiques à travers les différentes couches de l'océan. Cela peut avoir des conséquences sur la vie marine, la productivité biologique et la régulation du climat en réduisant la stabilité thermique. Et aussi la stratification thermique. Donc le brassage vertical il peut influencer la profondeur et l'intensité de la thermocline, notamment en automne lorsque les conditions météorologiques peuvent être plus dynamiques. Et la locline dans l'automne subit des agissements significatifs sous l'influence de divers facteurs saisonniers. Les vents d'automne favorisent un mélange vertical des couches océaniques qui redistribue les cils et les composants chimiques. Le refroidissement de sa surface de l'océan pendant cette période, il contribue à la modification de la densité de la couche superficielle, influençant ainsi la formation de l'halocline. Les apports de douce aussi provenant des précipitations automnales ajoutant une composante supplémentaire en impactant la salinité de la couche de surface, c'est-à-dire la salinité il a diminué lorsqu'il y a des précipitations. De plus, les changements dans la circulation océanique ils peuvent entraîner la migration des masses d'eau avec des caractéristiques de salinité distinctes. Maintenant, en hiver, la thermocline est influencée par plusieurs caractéristiques, comme le refroidissement de la surface de l'océan. Si la température de surface de l'océan a tendance à diminuer en raison du refroidissement atmosphérique, cette diminution de la température de surface peut augmenter la densité de l'eau, ce qui peut jouer un rôle dans la formation d'eau dense dans la couche superficielle. Et il y a aussi la stabilité thermique qui peut augmenter, créant une thermocline plus marquée et une stratification nette entre les couches d'eau. Et à la fin, il y a un brassage vertical qui diminue. Il n'y a pas un brassage vertical dans l'hiver parce qu'il a diminué. Il a diminué, qui contribue à la stabilité de la thermocline. Et à la fin, on va envoyer la formation de glace de mer dans les zones polaires, dans les couches superficielles. Et la locline, si les variations de salinité peuvent avoir des changements significatifs. C'est la couche océanique qui est caractérisée par un changement rapide de salinité avec la profondeur. Ces variations comprennent un apport accru d'eau douce qui provenant de la fonte des glaces ou des précipitations, ce qui diminue la salinité de la couche de surface, c'est-à-dire la salinité de la couche superficielle est diminuée. De plus, la formation de glace de mer dans les régions polaires contribue à augmenter la salinité de l'eau environnante en expulsant le sel lors du processus de congélation. Et la stabilité de la locline peut varier selon la région et les conditions météorologiques, en forçant parfois par la stratification de la salinité et ces ajustements saisonniers dans la locline ont des implications importantes
pour la distribution des masses d'eau et des écosystèmes marins. Et dans le printemps, on peut avoir les vents qui il peut être plus actif, qui crée des conditions favorables au mélange vertical. Si le deuxième mélange ou bien le deuxième brassage, il y a dans le printemps. On voit un mélange vertical des couches océaniques. Ils vont agir comme une force mécanique, provoquant le brassage des eaux de surface avec les couches plus profondes de l'océan. Il peut influencer la structure du thermocline et, et donc la diminution de la stratification thermique et donc l'absence de la thermocline en favorisant le mélange entre les couches d'eau. Et la locline, donc la fonte des glaces printanières pour introduire de l'eau douce dans l'océan, modifiant la salinité et contribuant au brassage des masses d'eau. Et les vents printanières peuvent provoquer un mélange vertical des couches océaniques, qui redistribuant les cils et influençant la structure de la locline. Cependant, ce mélange peut être moins prononcé que pendant une saison plus froide. Et donc, merci beaucoup. Merci pour votre attention.